Voilà, on est bon. Eh bien, bienvenue à ce premier webinaire de psychopédagogie, de psychopédia formation. Qu'est-ce que je suis content de parler de psychopédagogie avec des psychopédagogues, des vrais. Quel bonheur, quelle joie. Donc, on le disait, deux situations cliniques au menu aujourd'hui, mais après, s'il reste du temps ou s'il y a d'autres besoins ou des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Ça peut être l'opportunité de parler même de choses qui ne sont pas directement en lien avec des cas cliniques, mais si on veut aborder quelques points, il n'y a aucun souci. Je fais une petite intro, juste, je me suis renseigné ces derniers temps, mais où et dans quel pays est-ce que des psychopédagogues existent? Tu vois, je m'étais posé la question. Parce qu'on m'a proposé d'intervenir là pour former des psychopédagogues en Belgique, et je me suis rendu compte, par exemple, que le titre n'était pas protégé de la même manière partout. Et en fait, j'ai réussi à recenser, en plus de la France, 8, 10, 12 pays dans lesquels on entend, on a eu, où il existe des psychopédagogues. Le titre est protégé dans un certain nombre de pays, ce qui n'est pas le cas chez nous, hein, vous le savez. On peut s'auto-proclamer psychopédagogue puisque le titre est absolument ni réglementé ni protégé. En revanche, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Québec, comme souvent, en Suisse aussi, je ne savais pas, du côté des Suisses aussi. L'Allemagne, l'Argentine, le Portugal et le Brésil, dont on parlait, qui a l'air d'être assez actif autour de la psychopédagogie, sont des pays dans lesquels on a des psychopédagogues avec des titres protégés et parfois, dans certains cas, qui sont nécessairement des psychologues. C'est-à-dire que la tendance quand même générale, c'est de voir des pratiques de psychopédagogie qui vont être des annexes, des antennes et des spécialisations en psychologie. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas dans certains pays. Par exemple, l'Italie, par exemple, la Suisse, par exemple, l'Allemagne. Mais il y a aussi des pays, et c'est ça que je trouve intéressant, dans lesquels le titre est protégé, mais sans nécessairement qu'on soit psychologue. C'est-à-dire des pays dans lesquels ils ont vraiment développé la formation de professionnels spécifiques pour intervenir quasiment systématiquement dans des écoles ou dans des centres spécialisés. Mais c'est ce que je voyais en Belgique, j'en ai discuté avec des petits Belges, et dans d'autres pays dans lesquels, en fait, on se rend compte d'un manque de personnel et d'un manque d'accompagnement pour des enfants à besoins éducatifs particuliers, et donc pour lesquels on va exhumer, sortir et créer des psychopédagogues de manière à ce qu'ils puissent intervenir, et de ne pas nécessairement le conditionner au diplôme de psychologue, plutôt intéressant. En tout cas, on n'est pas les seuls. Et je vous le disais, le Brésil, assez intéressant, très actif, très dynamique dans des publications. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, même sans lire le portugais, on peut accéder aux articles. Je vous en ai réservé quelques-uns. Voilà, et notamment, alors avant d'aller au Brésil, une super publication qui m'a semblé vraiment intéressante, la différenciation en classe pour mieux apprendre. Je vous fais une petite revue de littérature que j'ai faite récemment sur des publications assez récentes. On est là du côté de l'Université de Genève, qu'on connaît bien parce qu'ils ont tendance à être assez actifs et à bien bosser. C'est tout un dossier sur la différenciation en classe, comment mieux apprendre. Et vous verrez, alors l'avantage, c'est que c'est en français, évidemment, mais beaucoup de travaux internationaux, pas que belges, évidemment, sur la différenciation pédagogique, sur comment est-ce que globalement, est-ce qu'on peut aider des enfants avec des besoins éducatifs particuliers, comme on dit en France. Et vous allez voir qu'en fait, les travaux, les publications, je trouve en tout cas, se rapprochent énormément de une forme de conception de la psychopédagogie en disant, bah, il y a des enfants qui sont en difficulté en milieu ordinaire et il faut pouvoir les accompagner. Il y a des choses à mettre en place. La question des classes flexibles, tu vois, hyper intéressant, très important. On sait les intérêts, les apports pour des enfants TDAH, pour des enfants un peu spécifiques. J'étais aujourd'hui à Orsay avec un collège-lycée qui accueille des enfants TSA et trisomiques. Donc, je peux te dire que la question de l'inclusion et de l'hétérogénéité des groupes classes, elle est complexe, quoi. Mais vraiment intéressant. Et la solution, ou en tout cas une des approches dans la dimension flexible des classes, hyper intéressant.
Vous avez un dossier là hyper complet sur ce qui se fait un peu à travers le monde et avec différentes pratiques. Je vous mets tous les documents sur notre groupe de partage, a priori WhatsApp, où on trouvera un autre moyen, mais super dossier hyper complet qui m'avait semblé intéressant. Autre contribution, rapidement, j'en ai deux autres. Du côté du Brésil, donc, où une recherche de juillet 2023, donc quand même assez récente, alors que, je vous le disais, en francophonie, les publications sur la psychopédagogie, en fait, il va falloir qu'on les crée, les amis, hein. Il va falloir qu'on publie en psychopéda parce que il va falloir mettre à jour. On a les travaux de Serge Boimard, c'est super, c'est hyper intéressant. On a l'équipe de Claude Bernard qui fait plein de trucs, mais il va nous falloir des contributions un peu récentes et un peu mouvante, à mon avis, ce serait important. Mais donc, l'université de je ne sais plus quelle ville, mais en tout cas, c'est au Brésil, euh, a publié une recherche sur les apports, là, spécifiquement de la psychopédagogie, puisqu'ils ont des psychopédagogues formés, protégés, etc., et sur l'impact sur les capacités en lecture, en montrant que des enfants en difficulté d'apprentissage en lecture, à partir du moment où on fait intervenir des psychopédagogues, eh bien, on observe des progrès un peu dans l'esprit de la réponse à l'intervention. C'est-à-dire que quand on vient ajouter à l'enseignement classique et basique auquel on a l'habitude, des psychopédagogues qui peuvent prendre en compte les émotions, et ça c'est important, on en reparlera dans une autre fois, mais visiblement la lecture psychopédagogique que le Brésil a de cette approche, c'est compléter et proposer des pédagogies différenciées, mais inclure la question des émotions, tu vois, et potentiellement du rapport anxieux, des difficultés d'apprentissage, qu'elles soient cognitives ou émotionnelles et affectives. Super intéressant. Pareil, je vous ai mis l'article, mais il est, je crois, en anglais. Mais je suis en train de le faire traduire parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Et notamment, pour petite info, alors ils reprennent des trucs autour de Vygotsky et Piaget. Donc moi, ça me parle, hein, je suis à fond là-dedans. Mais surtout, ils ont toute une partie dans laquelle ils redéfinissent le rôle et la place du psychopédagogue. Hyper intéressant de voir la lecture qu'ils ont. Tu vois, je te le dis en quelques mots. Est-ce que je l'avais là? Bon, je vous le ressors tout à l'heure, mais en disant le psychopédagogue, il a évidemment une place en lien avec les apprentissages. Il a une place en lien avec les familles. Tu vois, on parle souvent de psychoéducation, mais moi, je m'en rends compte au quotidien. Les psys, les orthos, tout le paramédical, les médecins, je t'en parle pas, ils n'ont pas le temps de faire ce travail de lien et de liaison avec les familles. Le psychopédagogue a un boulevard à utiliser là, dans tout ce qu'on appelle la psychoéducation, qui est aujourd'hui recommandée dans les approches de toutes les lectures HAS, l'Organisation mondiale de la santé, ils insistent tous sur comment est-ce qu'on accompagne les parents. Et le psychopédagogue, au Brésil, ils en sont convaincus apparemment, en tout cas les auteurs de l'article, accompagner les parents, les familles et faire de la psychoéducation, ça change la donne, ça change complètement la donne. Prendre en compte les émotions de l'enfant, prendre en compte les apprentissages et la dimension neuro, vraiment hyper complet. Et ils ont une lecture et une définition du psychopédagogue comme j'en avais pas vu souvent. Je suis en train de vous traduire l'article et je le mets sur le groupe dès que c'est prêt. Et puis, dernière publication que j'avais trouvée intéressante, de mai 2024, donc assez récent aussi, faciliter des stratégies d'apprentissage grâce à la psychopédagogie. Et là aussi, ils mènent des études où ils arrivent à démontrer l'impact positif d'une prise en charge spécifique autour des apprentissages qui inclut le rôle des émotions dans les capacités d'apprentissage chez les enfants. C'est-à-dire, c'est plus uniquement un postulat de dire évidemment qu'il faut qu'on prenne en compte les apprentissages et le rapport émotionnel de l'enfant aux apprentissages. Les Brésiliens, en tout cas du côté de cette équipe de chercheurs, sont en train de le démontrer. Et ils démontrent les effets positifs dans les capacités d'apprentissage d'un point de vue académique, tu vois. Vraiment à l'école, en disant bah, ça va mieux et ça tourne mieux, et on a des gamins qui se sentent mieux. Et la question du bien-être pour finir, alors ça c'est plutôt du côté du Québec. Les psychopédagogues du Québec parlent beaucoup de psychopédagogie du bien-être. Ils sont très axés nord des États-Unis sur la question de comment est-ce qu'on améliore le bien-être de l'enfant à l'école. Ce qui est un axe assez particulier, assez spécifique au Québec, mais aussi très intéressant. Et pour être sincère, avec le Brésil, ils publient aussi beaucoup
du côté du Québec, mais plus axé bien-être, en se posant la question de, tu vois, comment est-ce qu'on améliore cette question. Voilà. Et dernier point, avant de laisser la parole pour les situations cliniques, c'est des questions qui reviennent souvent. Psychopédagogie, orthopédagogie. J'ai essayé de faire un truc en disant les objectifs, le public, les champs d'intervention, les méthodes, les domaines d'application, les types d'intervention. Bon, en 2 mots, je pense qu'on peut résumer l'idée en disant que l'orthopédagogie, par rapport à la psychopédagogie va prendre en compte la dimension émotionnelle, affective, en tout cas dans sa culture originelle de la psychopédagogie telle qu'on la connaît dans les CMPP de France, on a clairement cette dimension émotionnelle, affective et le rapport aux apprentissages. La psychopédagogie, elle essaye de faire la rencontre entre le cognitif, l'intelligence, les capacités de réflexion, et le conatif, les émotions, en essayant de prendre en compte les deux. De l'autre côté, l'orthopédagogie, bon, des orthopédagogues en parleraient beaucoup mieux que moi, mais s'appuie sur la gestion mentale et sur des méthodes scientifiques issues des neurosciences pour favoriser des situations d'apprentissage pour des enfants à besoins éducatifs particuliers. Je pense qu'on s'y retrouve aussi dans la psychopédagogie, mais voilà, je vous ai fait un petit tableau qui résume quelques éléments, si ça en intéresse certains, pour y voir un peu plus clair entre ces deux univers qui, eux aussi, faudrait faire un peu la même revue de littérature, voir où en est l'orthopédagogie dans le monde. Ce serait intéressant, hein. Ce sont nos cousins. Ça peut être, à mon avis, très riche de travailler un peu de concert et ensemble. Mais c'est ce qu'on fait déjà. Voilà, les amis, je vous mets tout ça dans les documents et je continue à regarder ce qui se passe du côté du Brésil. Ça fait envie et on organise un voyage dès que possible. Ce serait trop bien. Je laisse la main à Émilie si ça te va. Oui, oui, en espérant que le partage d'écran se fasse. Donc, bonjour à toutes. Alors, il y a des têtes que je reconnais et puis il y a des filles de la deuxième session, j'imagine. Voilà, et on ne s'est pas toutes croisées. Donc, ouais, je vais vite fait me présenter, hein. Je suis Émilie, j'habite en Béarn, au pied des Pyrénées. J'ai un parcours assez atypique qui prouve qu'il faut jamais désespérer de ces expériences et qu'elles peuvent toujours apporter quelque chose. J'ai fait des études, après un bac scientifique, j'ai fait des études d'archéologie préhistorique, qui évidemment ne m'ont pas nourrie. Et à l'issue desquelles mes parents ont commencé à dire, dis donc Émilie, il serait temps que tu gagnes ta vie. J'ai donc passé des concours administratifs et je me suis retrouvée douanière à l'aéroport d'Orly. Une expérience mémorable où j'ai appris à tirer avec des pistolets, mais enfin bon, je me suis pas sentie complètement à ma place, à part remplir des papiers pour les Africains en détresse qui savaient pas remplir leur déclaration de devise. J'ai senti quand même ma fibre déjà dédante à 23 ans. J'ai quitté ce monde-là et je suis devenue guide de randonnée équestre, ce qui était très sympathique, mais qui nourrit pas son homme non plus. Et puis je suis devenue maman et évidemment là les choses ont changé et j'ai passé le concours d'instit que j'ai eu. Donc j'ai été directrice d'école d'un RPI de campagne, voilà, d'abord dans le nord de la France. Et ayant déménagé dans les Pyrénées, je n'ai pas eu ma mutation. J'ai rebondi d'emploi en emploi. J'ai été secrétaire bilingue pour une agence immobilière, par exemple. Voilà, jusqu'à redevenir enseignante dans l'enseignement privé qui m'a ouvert ses portes en école bilingue, anglais-français. Et la psychopédagogie s'est ouverte à moi et j'ai décidé de me lancer et j'ai ouvert mon cabinet en septembre dans une zone qui est complètement délaissée en termes médicaux, hein. Je suis sur une petite ville entre la côte basque et Pau où il n'y a aucun CMPP dans un rayon de 40 km. Donc on comprend bien que là, il y avait un énorme besoin et effectivement, eh ben, j'ai rempli mon planning très très vite et je suis déjà archi pleine et hyper heureuse d'avoir passé le pas parce que j'ai enfin le sentiment de faire mon boulot correctement.
Voilà. Alors, je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Quel parcours, en tout cas, Émilie, c'est incroyable. Tu as eu 1000 vies, en fait. Ben oui, mais enfin, moi je trouve ça. Alors, parfois tu te sombres dans le désespoir quand même, hein. Tu te dis, vais-je un jour trouver l'équilibre? Mais en fait, tout me sert. Et Hmm. c'est ça qui est super aujourd'hui, c'est que je me rends compte à quel point tout me sert. Et en plus, il y aura un exemple dans la présentation. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Alors, je vais vous présenter le cas de Louise, qui est une de mes finalement toutes premières patientes, hein, qui est arrivée au cabinet. Elle a 7 ans, Louise. Et je vous ai fait même des petites animations, vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Louise est arrivée en grande difficulté scolaire avec ses parents, désespérés. Elle ne lit pas à l'entrée en CE1. Elle compte seulement jusqu'à 14. Et surtout, elle a passé une année de CP en très grande détresse, très angoissée, des maux de ventre, refusant parfois d'aller en classe. Et malgré une prise en charge en CMPP, les choses se sont quand même apaisées, mais elle reste une enfant très angoissée. Pourtant, moi, au cabinet, elle m'apparaît être une petite fille assez souriante, taiseuse, mais assez éveillée et pas vraiment angoissée de ce contexte-là. Ensuite, donc le CP s'était mal passé, l'enseignante était assez visiblement un peu abrupte et Louise se sentait vraiment vraiment pas en sécurité affective. Le maintien en CP a évidemment été évoqué parce que comme elle n'est pas passée ni à la lecture ni à la numération, il était question qu'elle redouble. Les parents ont refusé le maintien en CP pour ne pas la laisser dans le même contexte et pour qu'elle suive ses amis, ce qui peut s'entendre. Euh, c'est une petite fille qui est en retard scolaire depuis la moyenne section de maternelle. Alors pour l'anamnèse qu'on a appris à faire avec Louis-Adrien, Louise est née à terme, pas de soucis particuliers. Elle a une grande sœur qui tourne très bien à l'école, qui n'a pas de soucis. Mais Louise, elle a présenté un retard de langage. À 4 ans, elle était très difficilement compréhensible. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, elle formule des phrases qui sont incomplètes. Elle peut inverser des mots ou elle peut remplacer des phonèmes. Il faut se concentrer pour la comprendre encore maintenant. Les rendez-vous chez l'ORL ont révélé qu'elle avait une otite bilatérale qui avait traîné un bon moment, pose de yo-yo, etc. Donc j'imagine que l'entrée dans le langage oral a été freinée par une audition qui était altérée. Pour ce qui est de la situation familiale, on a des parents unis, mariés, une famille stable. Ils sont tous les deux là au premier rendez-vous. Et ça, je peux vous dire que c'est pas super fréquent, hein. Je sais pas, Louis-Adrien, ton expérience, mais on a beaucoup de mamans toutes seules, quoi. Ouais, Moi, ouais. j'étais assez marquée par ça. En tout cas, là, ils sont là tous les deux. D'ailleurs, ils alternent, ils l'emmènent l'un ou l'autre au rendez-vous, donc ils sont vraiment présents. Pas de troubles connus dans la famille, pas particulièrement. Juste un papa qui n'a pas été un bon élève, mais qui s'en est sorti, qui est aujourd'hui ouvrier. Et Hmm. voilà, on a un contexte de la sorte. Évidemment, le passage au CMPP a donné lieu à un VISC 5 et on voit que Louise présente un QI de 87 qui est homogène en définitive. On n'a pas une faiblesse verbale aussi marquée qu'on aurait pu le présager. Elle est suivie en orthophonie? Ou Elle est peut-être tu peux en suivie parler? en orthophonie, ouais, 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 ouais. Elle est suivie en orthophonie depuis 2 ans. Ok. Donc il y a eu des progrès bien sûr, mais voilà, moi j'étais assez étonnée de ce VISC et ça on pourra sûrement en parler après en débrief, mais je m'attendais à quelque chose de très hétérogène et puis finalement c'était pas si mal avec un raisonnement fluide qui est quand même son point fort à 97. Bon, voilà, on Et n'a pas une situation. tu sais à quel moment il a été fait, le whisky? Il a été fait pendant l'été 2024, donc il n'y a pas très longtemps. Intéressant. Ok. Bon, Voilà. intéressant. Ouais.
juillet. Euh, donc, l'orthophoniste, elle, a diagnostiqué la dysphasie. Malgré les séances de rééducation, le trouble existe et il est marqué. Et la dyslexie, le diagnostic n'est pas posé étant donné qu'elle est voilà, elle est encore peut-être un peu jeune pour le poser, ce diagnostic. Moi, j'ai pu constater qu'elle connaît les graphèmes simples. Elle est assez fluide sur la lecture, voilà, des syllabes à deux lettres. Mais évidemment, dès qu'on passe à des phonèmes complexes, des un, des an, des on, des ou, là, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, la prise en charge que j'ai décidé d'entamer, déjà, j'aurais voulu qu'on puisse faire 2 fois 30 minutes. À son jeune âge, finalement, il a été décidé qu'elle ne ferait qu'1 heure par semaine dans la mesure où elle a de multiples suivis et c'était quand même pas gérable pour les parents. Il y a déjà 2 heures d'orthophonie par semaine. Enfin voilà, c'est compliqué de me caser. En numération, le constat n'est pas meilleur qu'en lecture, c'est-à-dire que Louise ne distingue pas les dizaines des unités. Elle connaît la suite numérique par cœur jusqu'à 30, mais si on lui présente un nombre isolément, elle ne le reconnaît pas. Elle n'est pas capable de nommer un 11 si tu lui mets un 11 devant le nez. Par contre, évidemment, si elle part de 0, elle peut citer le 11 dans la suite numérique. D'accord. Et surtout, Louise ne surcompte pas. C'est-à-dire que très vite, je me suis aperçue en manipulant des pièces de monnaie avec des euros que si Louise prend une pièce de 1 euro, elle va te dire 1. Et puis si elle prend une pièce de 2 euros, elle va te dire 2. Elle va pas te dire ça fait 3. Il Ouais. n'y a pas d'addition dans son esprit, ça n'existe pas. Elle juxtapose, elle ne superpose pas, quoi. Ouais. Et en même temps, si elle n'est pas capable d'identifier tu vois, que ce soit les chiffres ou les nombres isolément, on imagine que le surcomptage va être Ouais, d'autant plus complexe, quoi. Ouais. ouais, ouais. Mais même sur des tout petits, voilà, même sur des toutes petites quantités. Ouais. Alors de septembre à novembre, déjà j'ai repris du référentiel clair sur les dizaines et on a beaucoup manipulé des petits cubes, manipulé des bâtons dizaines qu'on a posés dans un tableau de numération de manière récurrente, faire des échanges. Elle m'achetait des bâtons dizaines avec ses 10 petits cubes jaunes, etc. On est beaucoup passé par la manipulation. Et on a mis en place un jeu de la marchande, donc un transfert de connaissances, parce qu'il fallait évidemment qu'elle mette en œuvre des dizaines, mais qui n'étaient plus des bâtons dizaines, mais qui étaient des billets, et puis des pièces de monnaie qui n'étaient plus des petits cubes jaunes, mais qui étaient des pièces. Euh, Excuse-moi, Émilie. ouais, Euh, une question. La problématique du coup des parents, c'était du coup en termes des chiffres plutôt que de. la C'était quoi la problématique, demande principale? bah, la demande principale, c'était on veut pas qu'elle parte en CLIS parce que l'école est loin de chez nous. Parce que dans un contexte rural comme le mien, il y a des enfants qui doivent faire 20 km pour partir en CLIS, en taxi. C'est compliqué, tu vois, logistiquement. Ils n'y sont pas opposés dans l'absolu, mais ils trouvaient que c'était un peu tôt avec une enfant qui était très angoissée de la faire changer de contexte comme ça. Et l'idée, c'était vraiment de dire, si on peut profiter de cette année de CE1 pour qu'elle ait à minima quelques bases, eh ben, prenons notre chance, quoi. Il n'y avait pas de demande délirante, hein. C'était vraiment si elle peut. Donc c'était pas juste sur le numérique ou sur Non, 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 c'était non, c'était vraiment sur vraiment global. ouais, la situation Et était très. c'est toi qui avais décidé du coup de partir plus sur tout ce qui était numérique plutôt que sur un autre Oui. terrain ou... Alors non, Ouais. après, je viens aussi au langage, hein. J'ai D'accord. segmenté là dans la Ah présentation, d'accord. Ok. mais voilà, les deux problèmes majeurs de CE1, c'est quand même lire compter, quoi. Donc c'est vraiment les deux axes sur lesquels je me suis Ça étendue. marche. Merci. Excusez-moi, j'avais une question. Oui, Euh, dans sa vie, elle fait quoi de chouette, cet enfant, enfin, de ce que rapportent les parents, en fait? Bon, ok, il y a des soucis à l'école, mais est-ce que c'est dans tout le dans la reste? sphère familiale aussi.
Enfin, Bah, si elle fait du sport ou avec les autres, ou si elle s'amuse seule à la maison, enfin des trucs, voilà, comme ça. eh ben, donc elle a une grande sœur dont on va voir le rôle plus tard, avec laquelle elle s'entend bien. Et c'est plutôt à la maison, c'est plutôt une enfant joyeuse qui dort bien, qui n'a pas de problème particulier, qui fait du sport, qui fait de la danse. Dans ce contexte-là, ça se passe bien. Ouais. Oui, du coup, il y a pas, on peut pas imaginer toutes les difficultés scolaires qu'elle a en dehors de l'école. Oui, oui, oui. Et en plus, le trouble anxieux, quelque part, qu'elle a manifesté en contexte scolaire, il se manifeste pas ailleurs. Voilà, ouais. Voilà, donc, bon, j'en Émilie, reviens. Ouais, Excuse-moi, je ne sais pas, on peut te poser des questions au bien fur et à sûr, mesure? bien Ah sûr. ouais. Alors, moi, je voudrais revenir en arrière, Émilie, par rapport au bilan neuropsy. Oui, Tu as sorti les scores, ouais. oui, Et moi, ce qui m'intéresse toujours dans les bilans neuropsy, c'est avoir tu sais, le regard clinique et les conclusions de la neuropsy pour voir si elle, pendant l'épreuve, elle a vu cette anxiété qui oui. était apparue ou pas. Enfin, voilà. Alors là, j'ai un test de CMPP qui n'est pas fait par une neuropsy et qui se résume à 3 pages qui sont pas du tout précises. J'ai pas les subtests. J'ai aucune indication qui soit véritablement euh, indicative pour moi. Hormis les Ouais, scores, tu vois. Enfin là, je t'ai fait un résumé, mais franchement, ouais, ça tient en ouais, 1 page et demie. ouais. Moi, je suis très Ça a aucun frustrée. effet. Je sais pas Ça, ce que oui, Adrien ouais. pourra nous dire là-dessus, mais moi, Ça, que- finalement, que avec les le temps, connaissances, c'était d'avoir, tu vois, tout ce qui a rapporté l'école au niveau anxiété. Comment toi, elle te le manifeste en duel? Est-ce que c'est le regard des autres, le regard de l'enseignante, le contexte scolaire, ou c'est ouais. vraiment au niveau de, enfin, tu vois, au niveau réellement des apprentissages? Donc, tu vois, elle aurait Oui, été intéressante, quoi, cet aspect de la neuropsy, mais oui. apparemment, voilà, ça s'est pas fait, quoi. Si elle avait été stressée dans un cabinet de neuropsy plutôt que même à l'école, donc il y aurait eu une angoisse de performance, enfin quelque chose de l'ordre du jugement, mais visiblement ça se limitait à l'école, hein. Ouais, d'autant que les scores, a priori, chez une enfant, a priori, hein, si j'ai bien compris, plutôt profil dysphasique, trouble du langage oral, voire écrit, les scores sont plutôt bons. Donc, a priori, elle Ouais. est plutôt disponible, quoi. Oui, enfin, c'est ce qui semble ressortir, mais le bilan est vraiment pas Ouais, très riche. très Et bien. je voulais avoir ton point de vue là-dessus, Louis-Adrien, parce que on tombe sur de nombreux bilans qui sont faits par les psychologues scolaires et qui sont pas très bavards. On n'a pas Bah, de subtest, on voit pas trop où on peut se situer. créer des informations. C'est un problème en psychologie, c'est l'hétérogénéité des comptes rendus. Alors parfois, il peut arriver, et ça je le conseille, que ces mêmes comptes rendus aient des fonctions différentes. Les comptes rendus en question, ils peuvent avoir pour fonction rapidement de faire valider un plan d'accompagnement, tu vois. Et du coup, tu peux avoir des professionnels qui ne vont pas trop s'étendre, soit pour des questions temporelles, soit en fonction du destinataire, en mettant un minimum d'informations pour que le dossier du gamin ne soit pas bloqué. Moi, je conseille, parce que si on a le compte-rendu, avec l'accord des parents, bien entendu, en amont, de, quand ça vous semble nécessaire, de contacter le professionnel qui a fait le bilan. Et là, en général, on a un peu plus d'infos et ça permet d'aller un peu plus loin. Ouais, Mais bon, et il faut toujours demander l'accord des parents. On ne prend pas de contact direct avec un professionnel au sujet de l'enfant. On demande si les parents sont d'accord et on peut parfois avoir un peu plus d'infos. ouais, ouais, ouais. Ok. Je repars. Mais on te laisse avancer, vas-y, ouais. Ouais, je repars là-bas, si je me retrouve. Voilà. Donc ça, c'était effectivement le référentiel que j'ai choisi de recréer avec elle. Alors, on verra la subtilité humoristique en haut, avec un 6 en forme de saucisse et un 9 couleur d'œuf. Voilà. Ça paraît tout con, mais comme elle confondait le 6 et le 9, ben, c'était pas plus mal de faire un petit logo. Et en fait, ça a pas mal marché. Le 6 avec son ventre saucisse, le 9 avec sa tête de 9, voilà. Voilà. Et surtout un référentiel dont elle se sert beaucoup aujourd'hui, le référentiel des dizaines, très girly, parce que j'avoue que sur les garçons, je suis plutôt partie sur de la carte Pokémon.
Alors, c'est pas que je peux segmenter, mais enfin bon, elle est plutôt licorne, hein, donc voilà. Ça, c'est évidemment le matériel que vous connaissez tous, mais qui a été extrêmement utile, je reviens en arrière, hein, ces bâtons dizaines, ces cubes à échanger, qui posent vraiment bien les bases de la numération pour une enfant qui n'avait absolument pas la représentation de ce que c'était. Et pour Et puis, laquelle ouais, tu as le sentiment que la manipulation, ça aide, quoi, ça ouais. marche plutôt bien. Alors en fait, on va se rendre compte, d'ailleurs sur la suite de la présentation, que le geste chez cette gamine va être absolument essentiel pour qu'elle s'en sorte. Je m'en suis rendu compte, j'expliquerai après, mais sur quelque chose de très précis. Et à partir de ce moment-là, on a pu dégager des automatismes, mais gestuels, qui ont tout débloqué. Donc je pense que vraiment, la boucle phonologique avait souffert. En visio-spatial, c'était pas forcément son point fort, mais je pense que vraiment le geste a été essentiel. Et donc là, on a mis en place des petits jeux pour acheter évidemment, et donc pour qu'elle puisse apprendre à compter et surtout à surcompter. Alors justement, j'y viens. Les pièces de monnaie, ça a été vraiment un déclic. C'est-à-dire que non seulement c'est rigolo, c'est attractif, ça se tripote, on a l'impression d'être grand, enfin voilà, c'est valorisant. Mais surtout, l'alternance des pièces de 1 euro et de 2 euros a été intéressante parce que je lui ai appris à frapper sur la table le nombre qui était sur la pièce. Et le fait d'avoir frappé les pièces a tout déclenché pour le surcomptage. C'est-à-dire, elle faisait 1, tac. Elle prenait une pièce de 2 et elle faisait 2, 3, clac, clac. Donc, elle associait un son, un geste au nombre qu'elle avait dans la main, mais en même temps, elle continuait sa suite numérique qu'elle maîtrisait de toute façon. Et à partir de ce moment-là, ça y est, les choses se sont débloquées. Et ces jeux, je les lui ai donnés pour la maison, en impliquant la grande sœur qui venait toujours la chercher avec papa ou avec maman. En disant, bah, écoute, tu vas jouer à la marchande cette semaine avec ta sœur, tu vas voir, je t'ai filé des petites pièces, ça va être super. Et donc, les deux sœurs se sont mises à jouer toute la semaine, en fait, aux petits jeux que je proposais. Enfin, là, c'est un jeu de pâtisserie. Ensuite, j'ai mis des nombres à 2 chiffres, évidemment. Donc, avec d'autres choses à acheter, donc du shopping. Et puis, toujours ces pièces, ces billets, etc. Donc, au départ, évidemment, que des billets de 10. Et puis, j'ai introduit les billets de 20. Qu'on a frappé de la même manière que les pièces de 2. Parce que voilà, c'était tout l'enjeu. Donc ça a été dans une première phase de septembre à novembre, ce que je décris, c'est-à-dire identifier les dizaines des unités avec les petits cubes, les bâtons dizaines, les pièces de monnaie, le fait de frapper les pièces de 1 euro, de 2 euros, le fait de frapper les billets de 10 une fois, de 20 deux fois, en s'appropriant les familles de nombres sur son référentiel. Et puis la deuxième phase, ça a été alors de se confronter évidemment aux choses qui coincent, c'est-à-dire ces bons de dizaine en dizaine, ça a été très fastidieux. On a dû appeler ça les familles 2. À partir du moment où j'ai appelé ça les familles 2, ça a été déjà plus simple. Elle a pu commencer à se représenter les histoires de dizaines. Elle les a nommées assez rapidement de manière autonome jusqu'à 39. Et puis les familles de 40, 50, alors 70, 80, 90, on sait très bien que c'est toujours la difficulté, hein, la plus grande difficulté. Mais elle a véritablement bien progressé jusqu'à aller tâter les 100 d'ailleurs. Et récemment d'ailleurs, ça y est, elle m'a acheté par exemple quelque chose à 183 €, ce que j'ai trouvé super, super chouette. Parce que là, elle a vraiment, vraiment été chercher dans ses billets et vraiment, il y avait une démarche intelligente en plus, vraiment de gestion des dizaines. C'était vraiment cool. Donc, elle a beaucoup progressé. Pour aussi accéder au calcul, donc aux additions, aux soustractions, là, j'ai commencé à introduire un jeu sur tablette. Donc avec une licorne, puisqu'elle est très licorne, hein, une licorne qui avance tout doucement, voilà, le long
d'une plateforme et il faut trouver l'addition avant qu'elle ne tombe. Donc, bande numérique, jetons et évidemment addition. Alors, difficulté chez elle pour savoir dans quel sens il fallait qu'elle déplace son jeton en fonction du plus ou du moins. Pour elle, ça n'a pas été naturel du tout. Il a fallu vraiment venir à le plus, ce sera plus gros et le moins, ce sera moins gros, tu comprends? Et à ce moment-là, il y a voilà, une réflexion qui s'est mise en place, mais sincèrement, le sens droite ou gauche, très très compliqué. Donc le déplacement sur la frise numérique n'est pas forcément quelque chose qui est simple pour elle. En tout cas, c'est pas naturel de reculer quand on soustrait, quoi. Ça, c'est un exemple, des exemples encore une fois de jeux qui ont été donnés à la suite, donc des pâtisseries à acheter, à la suite des petites robes, des lunettes et tout ça à acheter. On a fait un petit jeu Pokémon qui était bien intéressant ici puisqu'il s'agissait de comparer les nombres cette fois-ci. Donc chacune, nous avions 20 cartes et c'est le principe de la bataille. Le principe de la bataille, sauf que elle, en fonction de qui attaque et qui défend, de manière alternative, elle attaque et je défends. Et puis moi, ensuite, j'attaque, elle défend. Le nombre n'est donc pas le même en fonction de l'attaque ou de la défense. Et donc, on voit qui gagne les cartes. Celui qui a le plus grand score. Le plus grand score en attaque ou le plus grand score en défense, en fonction de si tu attaquais ou si tu défendais. Là aussi, il a fallu donc comprendre que c'était les familles, dizaines, qui étaient les premières à être regardées avant de comparer éventuellement les unités. Donc, ça a été tout un travail. Et ici, c'est un jeu de dés que j'ai mis en place parce qu'elle avait été voir Vaiana au cinéma et qu'elle est ressortie de Vaiana avec des étoiles dans les yeux et qu'elle m'a parlé de Vaiana numéro 2 avec vraiment beaucoup de feu. Alors j'ai créé un jeu Vaiana avec des chiffres et les personnages de Vaiana et en fonction du tirage de dés, avec un dé à 10 faces, on devait former un nombre à 2 chiffres qui commence par 9, un nombre à 2 chiffres qui finit par 2, etc. Pour, encore une fois, composer des nombres avec des dizaines et des unités, et puis se débrouiller pour dire le nombre à la fin. Donc encore un transfert de connaissances. En fait, on est tout le temps dans le transfert de connaissances, c'est-à-dire qu'on part de bâtons dizaines de petits cubes, on va vers les euros, on va progressivement vers de l'abstrait et des Pokémon qui se battent, et puis petit à petit, on en compose nous-mêmes des nombres, enfin voilà, pour essayer de glisser jusqu'au bout cette notion. Alors, je passe au langage. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Je cours, mais... en langage, donc, comme je le disais, elle connaît les graphèmes simples. Elle est assez à l'aise sur les syllabes voilà, simples. Mais alors, évidemment, dès qu'on passe au graphème complexe, les en, les on, les o, c'est une catastrophe. Ses parents me disent, depuis le CP, on se bat, on a tout fait, on a mis le ou en gris comme le loup, ils ont tout essayé, ils ont acheté des bouquins avec des couleurs pour les différents sons, rien n'y fait. Donc je mets en place à mon tour un référentiel son parce que j'ai quand même besoin de travailler sur une base qu'on puisse partager elle et moi, que je vais vous montrer ensuite. Je mets en place un jeu qu'elle puisse faire avec sa sœur pour associer à nouveau les images de mon référentiel avec la graphie de ce mot, de ce dessin. Et puis, pour ce qui est du langage oral, de l'expression orale, on va beaucoup travailler avec les dés à compter. Elle aime bien raconter des histoires, on lance des dés, on a des petits dessins sur les dés et on fabrique une histoire comme ça, improvisée. Ok. Et ça, elle est capable d'improviser
Alors ça reste très rattaché au dessin, hein. C'est-à-dire on va pas divaguer, hein, dans l'histoire, hein. S'il y a un éclair, il y a un orage. Euh, si on a une clé, il va trouver une clé sur le chemin. Bon, voilà. On On n'est pas dans décrit. du narratif Ouais, mais c'est déjà super, quoi. mais on a déjà ça. Voilà, elle essaye d'ordonner aussi les dés dans un certain sens. Donc, il y a quand même une appétence pour le narratif que je perçois au moment de Vaiana, d'ailleurs, avec les dés à compter. Et d'ailleurs, je file la chose parce qu'on a commencé un grand projet, du coup. Grand projet. Voilà le référentiel. Alors, c'est du référentiel fait maison parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais, alors je voulais rassembler les sons proches en couleurs, notamment, pour rassembler toutes les nasales avec, par exemple, des couleurs brunes et jaunes. Je voulais rassembler le haut en couleur de verre d'eau, hein, simple, quoi. Le ou en gris, voilà. La poire en vert, enfin. Donc, j'ai pas trouvé ce que je voulais et je l'ai fabriqué. Donc, voilà. Alors, elle le promène partout maintenant, et à l'école et à la maison et partout. Voilà, le référentiel suit en tout lieu. Et on a quand même des progrès. Le EAU, ça y est, je pense qu'on y est, par exemple. Et le on cochon, à force d'associer le geste aussi. Donc on va voir en fait par la suite que la clé ça a été le geste, et en numération, et ici je commence à avoir des réactions en geste. Donc le on cochon, donc que je mets près de mon nez puisqu'on a une nasale mais en forme de O bien fermée. Et le EAU, lui, s'est inscrit dans une mémoire qui était euh, plus épisodique, en fait. Parce qu'on a fini par en blaguer. Où je lui faisais une danse du EAU, EAU, glou, glou, EAU, EAU. Et à force, elle était morte de rire, bien sûr, mais à force, dès que je vois un EAU, je commence à faire ça. Et elle raccorde à ce EAU, elle se dit oui, c'est l'eau glou glou. Et donc maintenant, elle me le fait toute seule. Donc, c'est que voilà, on a enclenché un système de mémorisation qui est différent. Et en passant par le geste encore, quoi. Et Comme par quoi. le geste encore, hein. Je crois que là, la clé, elle est là, en fait, avec cette petite. Et C'est Émilie, top. Excuse-moi de t'interrompre. Non. Euh, c'est chouette ce que tu as fait. Si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, j'ai un dispositif d'apprentissage de la langue orale et écrite. J'en avais déjà parlé, peut-être Louis-Adrien en juillet quand j'ai fait la formation. Ça s'appelle Alloway et c'est exactement ce que tu as construit toi avec Louise. C'est un code couleur par son. Et effectivement, quand tu as le N après, on vient mettre le son et le geste à côté du nez. Et donc, tu as la couleur et le geste qui est prévu pour chaque son simple et complexe aussi. Ça pourrait Oui. t'intéresser, mais c'est bien parce que tu l'as fait avec elle, tu as construit avec elle et vous avez créé des histoires personnalisées, c'est top. Ouais, du coup, oui. Alors, c'est vrai que alors, je savais que par couleur ça existait, je savais que par geste ça existait, je savais pas que l'union des deux, Bah euh, voilà, toi, c'est une voilà. enseignante spécialisée qui travaillait avec des enfants atteints de surdité et une orthophoniste aussi qui a travaillé Ouais. avec elle. Et ça, elle se répand bien. Et c'est tout à fait dans ce que tu es en train de construire. Ouais. est-ce que c'était basé sur les signes de Borel-Mézoni, du coup, ou pas du tout? Il y a une partie, mais je trouve que c'est plus simple que Borel-Mézoni parce qu'en plus, les gestes sont choisis en fonction de la graphie en cursif pour justement éliminer les confusions de lettres en miroir. Et donc, du coup, il n'y a plus de confusion, quoi. Tu Est-ce que voudrais vous bien pouvez le partager mettre le sur le lien, s'il groupe te plaît? WhatsApp, ça? Ouais. Ouais, je vais vous le mettre. Ça Merci. marche. Et j'ai créé un Padlet, comme ça, je vais pouvoir vous le mettre, comme ça, vous pouvez regarder à quoi ça correspond. Ouais. Ok. Super. Volontiers, Et ouais. Voilà. du coup, le fait qu'il y ait des inventions d'autres gestuels, sachant que cette petite est déjà suivie en orthophonie, est-ce que ça risque pas de la conduire en erreur, en fait?
Non, il faut un petit temps, mais cette méthode-là, elle a été rajoutée à des enfants sourds donc qui utilisaient la langue des signes. Et c'était donc leur troisième codage en fait de signes en même temps. Et ça a très bien fonctionné. Tellement bien qu'en grande section, ces enfants-là, ils ont pu expliquer la méthode aux enfants qui n'avaient pas de handicap, quoi. Et géraient avec trois méthodes de signes différentes. Oui. Et c'était vraiment là pour la phonologie, quoi. Et le passage à l'écrit. Et Puis, c'est vrai, dans le cas de Louise, Émilie, du coup, toi, tu es en connexion avec l'ortho ou finalement, il eh y a peut-être... ben non, j'ai envoyé un mail, j'ai laissé un message sur le téléphone, mais j'ai pas eu de réponse. Ouais, c'est pas, elles peuvent être débordées aussi, hein, ça peut être... Ouais, 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 je pense aussi. Et Émilie, est-ce que tu es en lien avec l'école? Alors, je suis en lien avec l'école, oui, Super, ouais. oui. Et Pour que tout ça, ils se l'approprient aussi à l'école, pour ouais, qu'elle l'ait aussi à l'école, ouais, quoi. ils sont Et ça hyper me bien enthousiastes fait. pour le coup. Ils Ouais, sont très super. demandeurs Ouais. de ce lien qui, bah, dont on a parlé très rapidement, mais qui est absolument essentiel. Je pense vraiment la médiation entre l'école, les parents, l'enfant, on est vraiment au cœur du problème là. Mais oui, oui, ils sont très, très demandeurs et j'ai plusieurs enfants sur la même école. Donc ça aide aussi. Mm. Voilà, bah, je poursuis. Donc pour tout ce qui est langage, évidemment, bah, tout ce qui est lecture plaisir, c'est absolument essentiel. Donc on a purgé tous les monsieur, madame, les cornebidouilles, enfin tout ce qui se fait de bien, quoi. Et puis, on s'est lancé dans un grand projet d'écriture. Alors, on a décidé qu'on allait créer une histoire. Comme elle était très contente avec les dés à compter et qu'on était vraiment à fond. Et que aussi, j'ai remarqué que la frappe sur clavier avait de grandes vertus pour elle aussi. Parce qu'on était sur le geste, parce qu'elle était dans la réflexion de chaque phonème et qu'elle avait son référentiel et qu'elle pouvait avec lenteur écrire certains mots et être très contente de le faire. On a décidé d'écrire une histoire. Alors dictée à l'adulte et quelques mots qu'elle écrit par elle-même. Je mixe un peu les deux. Donc, elle a décidé qu'on écrirait l'histoire de Huck le Vert. Alors accrochez-vous parce que c'est tellement rigolo que... Donc c'est Huck le Vert qui doit être inspiré de Hulk, à mon avis, il doit y avoir un truc. Qui est un garçon vert dans une famille de verts, mais qui est dans un monde de gens normaux. Alors là, c'est du petit lait. Et donc, Huck le vert va se faire attaquer par les enfants à l'école, bien sûr, puisqu'il est vert. Et puis, il va se faire attaquer par un grand méchant qui a une cape noire. Voilà. Et il habite dans un petit village paisible au milieu des montagnes. Donc là, on reconnaît bien le Béarn. Hein, voilà. Et on écrit un paragraphe, je dirais, par séance en ce moment. Donc, où elle frappe quelques mots, des mots qui sont relativement simples pour la motiver, mais voilà, on les frappe. À la suite de cela, eh ben, donc je modifie la graphie de mon document en mettant en gras les phonèmes complexes, en reprenant les couleurs du référentiel, en envoyant à la famille, qui est toujours vraiment dans une grande collaboration, qui refait lire à Louise ce qu'elle a produit à mes côtés, et elle illustre. Et je lui ai promis que pour Pâques, je vais trouver une société qui imprime des bouquins et qu'elle aura un vrai bouquin à elle, Huck le Vert. Voilà. Donc je vous annonce la sortie de Huck le Vert. Attention, hein, préparez vos économies. Très bientôt dans les bonnes... Ah très bah bonnes... oui, oui, j'espère bien. Il y avait Nathalie, je crois que tu voulais faire une remarque. Oui, en tout, moi je suis enseignante spécialisée et ça m'a souvent interrogée, en tout cas, les enfants qui préféraient passer, enfin qui avaient une facilité à passer par un clavier d'ordi, dans Ouais. le sens où il y a il y a pas de lien en fait entre les lettres. Et que c'est clac, enfin voilà, il y a cette segmentation des lettres. Et il me semble que, enfin après, du coup, il me semblait que ça pouvait être des enfants, par exemple, qui avaient
plus de facilité à écrire en capitale d'imprimerie. Et Ah ouais, alors qui est ouais, les reliés et les liens entre les lettres, ouais. c'est un peu difficile pour eux. Mais peut-être c'est pas le cas pour cet enfant. Alors, ouais, je rejoins ton analyse, c'est-à-dire que petit 1, cette lenteur liée à la frappe impose une réflexion pour chaque phonème. Et de fait, ça aide dans un premier temps, effectivement, cet accès à l'écriture. Et effectivement, dans un deuxième temps, ce que je constate avec d'autres enfants, c'est qu'ils sont beaucoup plus performants sur clavier qu'en écrivant, notamment en dictée. Parce que tellement habitués à une graphie voilà, en imprimerie, qu'ils n'ont plus vraiment de reconnaissance globale avec leur propre écriture en cursive. Et qu'ils ne font pas référence à l'orthographe telle qu'ils l'écriraient, puisqu'ils sont trop habitués à cette graphie imprimerie. Et ça, c'est vrai que c'est frappant. Hein. Je le vois sur plusieurs enfants, là, maintenant. Alors, a priori, comment je ne sais pas comment me positionner là-dessus. Parce que tout ce qui permet de faire progrès, moi je prends. Ils vont apprendre. Ben, c'est-à-dire que la question de la frappe au clavier, c'est sûr, hein, elle enlève ben, tous les bénéfices de la cursive qu'on connaît, tu vois, de travailler le geste, effectivement, le lien entre les lettres, mais on sait aussi que ça reste vrai dans le cadre d'enfants au développement ordinaire. Dans le cadre d'un certain nombre d'enfants pour lesquels on a soit la partie dysgraphie, tu vois, pour laquelle vraiment l'utilisation de l'outil scripteur, le geste graphique peut être très coûteux, ou alors des enfants pour lesquels, on l'entend un peu dans ce que tu dis dans le cas de Louise, la question un peu phonologique devient elle aussi complexe, bah, on retrouve des bénéfices secondaires. Et puis, le clavier n'est pas censé non plus supplanter toute forme d'accès à l'écrit. Oui. Ça peut être un bon moyen de l'utiliser, de libérer certains gamins de cette tâche graphique, de, comme tu le dis très bien, de revenir à prendre le temps de comprendre comment se composent les digrammes, les trigrammes, et tu vas de réanalyser tout ça pour redonner confiance. C'est plaisant, en fait, Et aussi. c'est ludique. Oui, oui, il y en a qui sont, voilà, des préparations de dictée qui se font infiniment mieux sur clavier que. Et le résultat est beau. Tu vois, il y a un truc qui est beau à la fin, Oui, en tout cas, qui est plaisant. Et donc, c'est pas décevant. Voilà, ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que Mais ça. moi, ce qui m'intéresse, par exemple, voilà, quand je réfléchis à cette hypothèse-là par rapport à des enfants, où par exemple, enfin, ils sont très en difficulté dans la lecture, dans l'écriture, et du coup, il suffit que par exemple, ça peut m'arriver de dicter les lettres d'un mot. C'est quelque chose, enfin voilà, dont ils sont assez friands, bah, déjà sur la reconnaissance des lettres, où ils y arrivent. Mais je me dis aussi qu'en fait, cette question de lien, je l'ai en tête pour travailler autre chose après, en fait, en dehors des mots. Et je me dis qu'il y a, voilà, la question du lien, c'est pas si simple. Des liens, voilà, Moi, Oui, ça peut oui, être. tout à je, fait. je peux me permettre, parce que ce que vous dites, moi, ça me fait énormément référence aux mathématiques. Parce que par rapport à la comptine numérique qui était pas sécable, où tout était lié, et à partir du moment où c'était très intéressant, Émilie, à partir du moment où tu as amené du rythme, tu as frappé la pièce, ça s'est déclenché, ça s'est ouvert chez elle. Et là, je trouve qu'avec l'histoire du clavier, c'est la même chose en fait. Il y a Ouais, il y quelque a chose quelque qui s'est chose de rythme. décoincé, Je ça suis a d'accord. tapé, et moi, derrière, je vois le temps, je vois la rythmicité, en fait. Et Ouais. j'ai l'impression que la rythmicité, ça apporte énormément de choses en elle. Et c'est contrebalancé avec tout le récit qu'elle peut faire aussi des histoires où elle met en lien, là, par contre. Ouais. Alors, il y a un coup ou un moment où il faut défaire des choses qui sont collées, qui n'ont pas sens avec elle, avec cette rythmicité. Par exemple, pour les maths et pour l'écriture des mots et pour les graphèmes, justement, là, ce que tu avais fait. Et de Ouais. l'autre côté, il faut aussi travailler cette mise en lien à travers des histoires, etc. Et je trouve qu'elle est très intéressante, cette petite, par rapport à ça. Alors Ouais. moi, j'y vois plutôt l'aspect temporel, en fait, derrière. Ouais. Ah, ouais. Ah non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien qu'on peut faire intellectuellement avec tout ça. Ouais. Et si vous avez rien à rajouter, j'avance, c'est bon? ouais, tu peux y aller. Très bien. Euh, alors,
les paliers par lesquels on est passé ont été aussi marqués par les journées de stage que j'ai créées au cabinet. Donc, une journée par, on va dire, par classe d'âge, où je réunis les 3 ou 4 enfants qui sont à peu près, voilà, dans les mêmes problématiques, à peu près autour du même âge. Et pendant les vacances de la Toussaint, j'ai fait mon premier stage sur la préhistoire parce que bon, je pouvais pas m'en empêcher, quoi. C'est juste que, voilà, ça me plaît tellement. Elle était hyper contente. Enfin, j'ai senti après cette phase un plaisir qui était augmenté. Voilà. Un plaisir de venir, un plaisir de se représenter les choses. En plus, on a vu des très grands nombres. On a vu notre ancêtre commun, Toumaï, 7 millions d'années. Tellement de zéros. Tellement de zéros. Truc de fou. J'ai ramené des vrais silex parce que j'ai la chance d'en avoir à la maison. Donc, on les a saisis. On a vu que notre doigt rentrait parfaitement dans le grattoir, que c'était super ergonomique. Voilà. On a fait la visite de Lascaux en 3D, là, avec la tablette. On était trop contents, quoi. Donc, ils se sont régalés. Et puis, j'ai introduit le jeu Ouga Bouga. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est super sympa. Faut parler homme préhistorique. Donc, c'est des syllabes simples, mais qui font un peu primitives, quoi. Et évidemment, on pioche une carte. Et on dit donc la carte qu'on pose. Donc, ça peut être Ouga, par exemple. Et le suivant pioche une carte, pose sa carte qui peut être par exemple Bi, et il faut dire Ouga Bi. Le troisième pose la troisième carte, ça va être Ouga Bi Ho, par exemple. Donc Ouga Bi Ho. Et évidemment, au bout d'un tour de table, ça commence à être un peu chargé au niveau de la mémoire de travail, mais c'est tellement drôle et ça associe les gestes également. Hein. Parce que vous pouvez avoir des cartes je frappe, des cartes je tape du poing, voilà. Ce jeu est très très cool, il était très très bien dans le thème. J'en ai une image juste sur la diapo suivante. Donc je vais vous la mettre, je reviendrai en arrière. Voilà, vous l'avez sur la gauche, le Ouga Bouga. Très très cool, le Ouga Bouga. Ouais, c'est top. Puis là, ça semble parfait dans la situation. Ouais, là c'était top parce que c'était. Donc on a joué aux hommes préhistoriques, on était très heureux. Hein. Et le stage de Noël que j'ai fait autour de Harry Potter et des illusions d'optique. Donc pour montrer que la magie, en fait, dans notre monde existe, mais c'est de la science, quoi. Et là, on a fabriqué un thaumatrope, donc l'ancêtre du cinéma, hein, où on colle deux parties rondes et on tourne un bâton et on voit l'oiseau dans sa cage parce que ça tourne très vite, la persistance rétinienne étant ce qu'elle est, on voit l'oiseau qui finalement rentre dans la cage. On a vu pas mal d'illusions d'optique, pas mal d'électricité statique aussi, qui est assez magique. Hein, quand on dévie le jet d'eau avec un ballon chargé d'électricité statique et que le jet d'eau fuit le ballon, bah, voilà, on a l'impression d'avoir des pouvoirs magiques. Donc c'est assez cool. Et l'après-midi était dédié plutôt à une analyse du film 1. Donc on a regardé des petites séquences du premier film d'Harry Potter et il faut dire que c'est vachement riche parce que on a quand même un enfant abandonné, différent des autres, qui arrive dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui a le regret de ses propres parents, voilà. Il y a quand même beaucoup à dire, qui s'inscrit dans une amitié extrêmement importante. Voilà. Et là, Louise m'a surprise parce que narrativement, elle était vraiment pertinente. Et sur le groupe de 4, elle était probablement celle qui était la plus pertinente. Et je m'y attendais pas. Et pour Harry Potter, j'ai proposé le jeu ici qui s'appelle le labyrinthe magique. Alors, tu sais de quoi je parle, Adrien, puisque je voulais le faire en article. C'est un jeu assez chouette où vous avez un labyrinthe avec des cloisons qui sont invisibles en fait aux yeux des enfants. Et il y a une bille magnétique qui est en dessous du pion. Et donc, il s'agit de se déplacer pour rejoindre un symbole. Vous voyez sur le plateau en surface, il y a des symboles.
On pioche son symbole au hasard et on doit rejoindre ce symbole. Mais évidemment, quand la bille heurte les cloisons qui sont situées en dessous, la bille tombe. Quand la bille tombe, il faut revenir au point de départ. Et donc, il faut, au niveau de la mémoire visospatiale, c'est très très exigeant parce qu'il faut se représenter des murs qu'on ne voit pas, à force d'essais multipliés. Alors en plus, comme on pioche au hasard un symbole, on a aussi besoin d'observer les échecs des autres pour se Ouais. représenter les murs qui sont un petit peu plus loin. Parce qu'au départ, on les voit pas du tout. On ne voit absolument pas les cloisons. Ok, on les découvre par Absolument pas. les On les degrés. découvre par les essais Ok. et par le fait de perdre sa bille. On se dit, ah, à cet endroit-là, il y en a une. On doit mémoriser cette cloison. On revient au point de départ, etc. Donc c'est quand même assez... C'est hyper exigeant. En termes de mémoire visospatiale, c'est vraiment redoutable. Mais moi, ils m'ont beaucoup surpris parce que moi, j'ai une très mauvaise mémoire immédiate. Hein, donc, je suis vraiment pas un bon professeur, mais ils ont été assez performants et assez pertinents, et notamment dans l'observation des autres, des échecs des autres. Parce que très vite, on est à peu près dans la même zone de travail. Hein, on essaye de se croiser, enfin voilà. Non, c'est vraiment un super jeu. Si on revient sur des jeux un jour, voilà. Les jeux, c'est sûr. Ouais. Et donc, en conclusion, parce que ça va être le moment de conclure quand même, hein, la première chose, c'est quand même que Louise maintenant va à l'école, et elle va à l'école sans avoir mal au ventre, et elle n'a pas raté un jour de classe. Donc ça, c'est la victoire numéro 1. Ouais. Alors, je pense aussi que ça match bien mieux avec sa maîtresse de CE1 cette année. Et là, voilà, la convergence de tout ça fait que vraiment, elle est heureuse d'y aller. Et elle m'a même dit il y a quelques semaines, c'est bien parce que je commence à comprendre des trucs. Donc, la pauvre, je pense qu'elle était complètement larguée en CP, et que là, ça commence à lui évoquer des choses. Si on parle du mot dizaine, je pense que voilà, elle se dit, bah, oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'une dizaine. Voilà, elle commence à percuter. Et effectivement, elle a plus de maux de ventre, elle somatise plus. Donc ça, c'est quand même la grande victoire. Je ne sais pas si on aura rattrapé son niveau de CE1 en fin de CE1. Et les parents sont déjà prévenus que probablement le redoublement l'année prochaine sera inévitable. Mais, étant donné que ça se passe bien avec son enseignante et qu'elle a vraiment beaucoup progressé, on a peut-être une chance d'avoir raccordé le wagon au train, on va dire. Ouais, puis l'essentiel est ailleurs, quoi. On est d'accord que une Elle est gamine bien. qui prend plaisir Voilà. dans l'apprentissage, qui est contente d'y aller, Ouais. est plus important que le niveau académique dans Oui. cet âge. Oui, mais dont se soucient les parents, quoi. Et là, on en revient à la problématique dont on parlait, c'est-à-dire effectivement le lien avec les parents, la pression que peuvent mettre les parents sur leurs propres enfants, c'est colossal. Bon, là, en l'occurrence, ils sont extrêmement participatifs et vraiment, vraiment présents, y compris la grande sœur. Donc ça, c'est vraiment un régal. C'est pas le cas partout. Et puis, elle compte. Alors, c'est ce que je vous avais dit. Moi, ce samedi, elle m'a acheté un objet à 183 € en comptant ses petits billets de 10, ses petits billets de 20, en les frappant. Elle s'est pas trompée. Elle m'a fait un petit paquet de 100. Elle est revenue sur ses 80. Enfin, c'était parfait, quoi. Et là, elle a compris. Je pense qu'elle maîtrise bien le système de numération. Maintenant, elle a compris. Et le seul problème qu'on a, c'est effectivement ce déficit de mémoire de travail, qui est clair dans cette incapacité à retenir les sons en 2 lettres. Voilà, le EAU m'a mis 3 mois. Ouais. Et par contre, quand je transfère sur de la mémoire épisodique, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire, j'ai fait une blague sur le 80, je sais plus. Bon, bah, le 80 était acquis la semaine d'après. Il faut mettre en scène, quoi. On est dans la nécessité de créer un événement, quelque chose de drôle, pour que la notion reste.
si elle n'est pas associée à un moment, à de l'émotionnel ou à un moment qui est drôle ou un moment remarquable, eh ben, il y a pas cette mémorisation. Ouais, comme si le chemin classique, tu vois, de l'apprentissage des sons, des lettres et de leur association marchait pas, était entre guillemets contrainte, ce que tu as fait remarquablement, mais qui serait sûrement à développer, de passer par d'autres chemins. Exactement. Le Voilà. gestuel a été une bouée, Ouais. et puis la blague ou la situation, ou voilà. Mettre du sens, hein, la rassocier à du sens, quoi. Manifestement, elle Ouais. aime bien les histoires, tu vois. Et si elle peut mettre du sens sur des choses qu'elle doit retenir, a priori, on pourra parier sur le fait qu'elle retiendra un peu mieux. Ouais. Voilà, donc on va se baser là-dessus, hein. Je vais inventer des histoires, des blagues, des danses, je sais pas Et moi. Émilie, une question. Est-ce que tu l'as fait participer justement, parce qu'à 7 ans, potentiellement, elle a vraiment une certaine capacité, surtout si tu dis que en termes d'histoire, elle aime bien. Est-ce que tu as essayé de la faire participer, tu vois, à trouver une solution en fait? Parce que on sait que quand ça vient de l'enfant, ça a encore plus de pertinence sur certaines choses. Est-ce que tu as essayé de faire des espèces de jeux, tu vois, pour essayer de voir s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait amener sur la table? Ouais, mais là, c'est intéressant ce que tu dis parce que elle reste quand même très timide, tu vois. C'est une D'accord. enfant qui est pas sûre de ses capacités du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, Et du coup, deuxième question. Est-ce que tu travaillé du coup sur la confiance en soi? Est-ce que c'est quelque chose que du coup, en termes plus émotionnels et émotions, tu as été un peu sur ce terrain-là ou pas? ben, si tu veux, moi, j'y vais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée qu'en étant émerveillée de quelque chose, en apprenant quelque chose, en se sentant plus capable, elle va gagner en confiance, tu vois. Moi, je crois beaucoup en le savoir comme médiateur. Moi, je suis vraiment persuadée que le bien-être passe par le fait de comprendre et de savoir. Je suis issue d'une famille où la culture générale, c'était tout le temps à table, sur les carreaux de la cuisine, des courbes. Enfin, je suis extrêmement persuadée qu'on peut être heureux parce qu'on apprend et non pas apprendre parce qu'on est heureux. Enfin, les deux fonctionnent, mais moi, je suis plus la méthode du le savoir t'épanouit. Et par voie de conséquence, tu apprendras mieux, etc. Et de rentrer dans un cercle vertueux comme ça. Et je me sens moins capable, tu Ouais, vois, d'apporter ouais. d'abord le bonheur pour apprendre. Enfin, même si c'est pas l'enfer de venir chez moi, hein, mais Non, non, c'est pas par rapport à ça, mais je je comprends. sais, je sais. C'est par rapport à ce que Louis-Adrien disait, par rapport au fait qu'elle a l'air d'être quelqu'un qui a besoin de mettre du sens, qui a besoin. Ouais. Et du coup, c'est enfin, après, c'est ma vision de voir justement ce terrain-là, mais peut-être qu'elle a une porte de ce côté-là, où pour l'instant, tu as fait énormément de progrès sur plein de choses, et peut-être que justement, sur la mémoire, c'est quelque chose qui est tellement personnel. Tu sais, Ouais. moi, enfin, je vais te parler de moi personnellement, on a essayé tellement de méthodes sur moi, et en fait, c'est quand j'ai été enfin, littéralement au milieu de la scène, que j'ai compris en fait que chacun est unique. Et en fait, moi, j'avais réellement une façon complètement différente d'avoir une mémoire. Et peut-être que cette petite, de par lui donner cette... je comprends ta vision de... On donne le savoir et du coup, ça donne une espèce d'épanouissement et de... Mais en fait, Non, mais voilà. aussi On va peut-être partir... Ouais, le c'est le chemin chemin. vers sa Ouais. propre compréhension. Oui, je pense que c'est un terrain dans lequel il va falloir qu'on aille à un moment donné. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Mais ça te mettra toi peut-être en challenge justement par rapport à comment tu vois la... Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et t'es hyper ouverte d'esprit par rapport à la pratique. Du coup, ça va être un apprentissage dans les deux sens. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut être intéressant aussi de le partager avec elle, tu vois. Oui. De, tu sais que quand tu vas toi-même en tant qu'adulte dans un terrain qui est nouveau, et ben de dire à l'enfant, en fait, regarde moi-même, Ben, enfin, oui, tu moi-même, vois je ce que suis je en veux dire? difficulté. Oui, oui, C'est oui. Ah bah ça. oui, complètement. Ah oui, ils ont besoin de voir qu'on n'est pas Et du coup, omniscient. la sincérité, parfois, ça peut débloquer certaines Ouais. aussi choses chez l'enfant en soi, quoi. Pour le moment, son terrain d'expression, c'est vraiment Huc le vert, quoi.
où là vraiment on a, tu vois, là elle arrive à se livrer, quoi. Mais c'est chouette déjà, Si c'est on génial. si on n'est pas dans le narratif, c'est compliqué, hein. Et c'est pour ça que la phrase du je commence à comprendre des trucs, tu vois, elle s'exprime pas très souvent voilà, sur elle. Si ça D'accord. va, je lui dis ça va. Voilà, elle est pas, tu vois, elle est très souriante, mais elle est pas très, elle exprime peu. Pour ça que, voilà, pour le moment, le hucle vert c'est l'endroit où on la comprend un peu. C'est énorme, comme tu as réussi à débloquer des trucs et à lui offrir cet espace-là, c'est Ouais. génial. Parce Ouais, que, voilà, moi, je trouve intéressant votre discussion sur tu vois, la prime, qu'est-ce qui pourrait se représenter comme devant primer entre l'entrée dans les apprentissages, le savoir ou le plaisir. Moi, j'ai l'impression que là, dans ce que tu as fait, c'est un mélange des deux. Mm. Elle est à fond, elle prend vachement de plaisir à apprendre, quoi. oui. Euh, Ouais. donc, je ne sais plus quel est l'œuf de la poule, mais en Ben, tout c'est ça, à un moment donné. cas, elle est contente, quoi. Elle a Ouais. l'air contente de le faire. Ouais, enfin voilà, non, c'est vraiment un suivi qui a été très très touchant pour moi parce que la trajectoire a été rapide et vraiment belle, quoi. Donc, Tu la suis encore là ou c'est oui, fini? oui, 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 ah oui, il est question que je la suive, je pense, au minimum jusqu'à la rentrée prochaine. Ouais, Et, à mon avis, je l'aurai encore l'année prochaine, hein. ok. Émilie, j'ai une question. Oui, Tu m'entends? Je voulais savoir par rapport là au fait quand tu l'as suivi, tu arrives à créer des séances un peu sur le long terme ou malgré tout à chaque séance ou toutes les deux séances, tu te dis bon, je retravaille ça, je change oui. de méthode, enfin, est-ce que tu arrives quand même genre à faire comme une séquence ou Ah, tu vois, ou à chaque fin de ouais, je séance, comprends tu ce te que dis tu veux bon, dire. je refais, voilà ce que je vais faire après. Ou tu arrives à voir sur le long terme. Sur le long terme, c'est compliqué parce qu'en fait, tu es tout le temps dans le réajustement. Parce que pour le coup, tu as le luxe de pouvoir le faire en étant Mhm. en tête à tête et non pas avec une classe où tu portes un bateau qui est tellement lourd que, évidemment, là, tu es obligé de Oui. structurer. Mais ce rapport duel fait que, bon, je reprends les jeux de la séance précédente parce que de toute façon, il faut fixer quelque chose et que on a cette base-là. Et que par exemple, tu vois, l'argent, j'ai fait le parallèle vraiment direct entre les cubes et les pièces, qu'elles comprennent vraiment, mais vraiment posant les cubes sur les pièces, quoi, pour que le transfert se fasse vraiment de manière explicite. Mais ensuite, tu vois, le jeu Vaiana, c'est parce qu'elle a été au cinéma et qu'elle a été voir Vaiana et qu'elle m'en a parlé que je me suis dit c'est important. Parce que comme elle est peu bavarde, si elle m'en a parlé, c'est que c'était important. Où je me dis, là, il faut que j'invente un truc pour réinvestir mes histoires de dizaines et d'unités, mais complètement différemment de ce que j'ai déjà fait avec les Pokémon. Donc, tu vois, je me mets à réfléchir à chaque fois, voilà, par rapport à ce qu'elle peut me livrer. Donc Oui, c'est oui. difficile. J'avais pas forcément de visibilité finalement là-dessus. Je sais quelles sont les notions qu'elle doit finalement absorber, mais enfin, le chemin, ben, il se crée en fonction. Et du coup, avec les enfants que tu suis, tu as des ados ou c'est que ça reste que des enfants de primaire Non, ou t'as j'ai des jusqu'à collégiens? 16 ans là. J'ai jusqu'à 16 ans. D'accord. Et est-ce que pour chacun, euh, il te semble que tu fais du très personnalisé ou tu arrives à utiliser du matériel, pas pour chaque si tu veux, mais Oui, oui, te voilà, dire, bon, par bah, il y a exemple. telle difficulté, j'utilise ce matériel. Ouais, Ou tu fais à chaque fois, un peu comme à l'école, non, mais tes tu vois, là, ton par exemple, matériel. il y a un petit garçon TDAH qui est en CE1 également. Bon, bah, lui était très branché Pokémon, donc le jeu Pokémon Attaque-Défense, c'était plutôt destiné à lui au départ. Puis en fait, finalement, il était tellement cool ce jeu que je l'ai proposé à Louise, qui en fait était très, très contente avec les Pokémon aussi. Donc tu vois, il y a, non, non, je peux quand même transférer certains jeux. Et D'accord. puis tu vois, des jeux de société que je fais par vague. Enfin, on a fait du bazar bizarre à fond les ballons Ouais. pendant voilà, pour tout un trimestre. Bon, bah tout le monde y avait droit, D'accord. hein. C'est-à-dire, il Oui, restait oui, 5 minutes, d'accord. allez hop, Oui, mais tu arrives à on utiliser. y va. Ouais, D'accord. voilà. Il y a quand même des vagues. Tu vois, le labyrinthe, comme ils l'ont vu en stage, puisque du coup, les vacances me servent quand même à ouvrir nos perspectives. Bon, ben, je l'ai resservi pas mal de fois, puisqu'ils l'avaient découvert et que Mhm. maintenant, on peut s'en servir.
Mais oui, il y a quand même beaucoup de sur-mesure. Oui, oui. Ouais. Je pense que c'est essentiel, hein, mais Dedans. c'était Bah pour oui, on voir est là si pour ça, quoi. à chaque fois ou pas. Ouais. Ok, merci. Moi, j'avais une question, Émilie. Donc, je vois que tu as donc mené de front la numération et l'entrée dans le langage écrit. Ouais. Et du coup, donc avec une séance d'1 heure par semaine, comment tu as ventilé en fait les domaines? Comment tu... Eh ben écoute, en général, je commence par la numération, on fait nos petits achats, on manipule nos pièces, etc. On fait le petit jeu de cartes qui a été fait dernièrement. Donc en gros, j'ai 2 activités de numération, voire Ouais, 3, qui chacune sont de 10 minutes, hein. On ok, ne s'étale pas, hein. Et ouais, puis ensuite, on passe au langage, donc le dé, les dés, voilà, les sons, quelques cartes de son, un syllabaire si j'en ai un sous la main. Voilà. En fait, je varie beaucoup les activités quand même sur 1 heure. Je pense que je ok, dois avoir au moins 5 ou 6 activités différentes sur 1 heure. d'accord. Et du coup, ça a ventilé à peu près 30 minutes. Oui, c'était à peu près équivalent. Là, pour le Ouais, coup, ouais. Ouais, à peu près d'accord. 30-30. Ok, Ouais. Tu merci. as eu l'impression qu'elle, elle préférait les maths, elle préférait un peu le côté lecture, ou finalement, c'était indifférent? Bah, j'ai pas l'impression d'avoir ressenti une différence, tu vois. Les choses sont finalement assez fluides et on passe d'un jeu à l'autre, c'est presque imperceptible. Enfin voilà, on passe d'un jeu de cartes à un autre jeu de cartes ou de cubes à d'autres cubes, mais qui veulent pas dire la même chose, tu vois, des dés et des dés, mais avec des dessins d'un côté, des nombres de l'autre. Non, il y a une espèce de, justement, tu vois, De continuité là-dedans, ouais, de quoi. continuité, j'allais dire de flou, mais c'est pas sympa, mais Et est-ce qu'elle t'amène, elle prend l'initiative de te demander quelque chose ou elle est encore toujours dans cette posture ah de retrait non, et elle attend que tu ouais. proposes? Ouais, c'est ça. Louise, elle est quand même Reprends. très, très, très réservée, hein. C'est déjà cool de l'entendre. Tu vois, on en est à ce stade-là, quoi. Déjà, quand elle parle, c'est déjà très bien. Euh, c'est pour Petit pas ça que... progressif, ça viendra. Oui, 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 oui. Je pense qu'après, il y a des natures, hein, aussi. Et elle est d'un naturel, voilà, timide. Mais moi, Émilie, je trouve ça intéressant que quand elle t'apporte quelque chose d'elle, spontanément, par rapport à Vaiana et des choses comme ça, que toi, tu t'en empares. Ça fait vraiment l'écoute vraiment active de ce qu'elle peut apporter et voir que en fait ce qu'elle apporte c'est valable, Ça ça a de la compte. valeur. Ouais. Ouais, ouais. Et je pense qu'à force de faire ça, à un moment donné, elle va se positionner. Ouais. Et ça, c'est vrai que Ça c'est va la super nourrir. important. Ouais, sur l'autre justement, l'autre petit de CE1 qui s'appelle Enzo et qui est un vrai TDAH bien comme il faut, hein, qui commence à expérimenter la Ritaline, mais on n'est pas encore, on n'a pas encore le dosage complet, complètement bien. Là, Enzo, oui, tu vois, par exemple, alors lui, il est très bavard, par contre, qui m'a raconté qu'il regardait des émissions avec des batailles de robots sur Gulli. Et les robots étaient toujours perfectionnés pour pouvoir battre l'autre. Tu te rends compte, il a battu machin. Alors moi, je me rends pas compte, bien sûr, mais du coup, j'ai fait un jeu robot où il fallait acheter des pièces de robot avec des pièces aussi et fabriquer son propre robot super sympa avec des chenilles, avec des bras articulés, avec des machins. Enfin, bon, voilà. C'est toujours en fait chercher le jeu qui va répondre à leur envahissement, tu vois, parce qu'ils sont très très habités, quoi. Ils me ramènent des dessins avec les robots, il y en a de partout, quoi. Tu vois qu'ils pensent robots. Donc autant s'inscrire dans, voilà, dans son monde. Bah, ça demande Et, beaucoup de souplesse, quoi. Beaucoup de flexibilité, mais c'est canon quand on peut le faire. Et Ouais. c'est possible qu'un gamin amène des contenus, amène des choses. C'est quand même un vrai. Et là, on le sent bien aussi, que c'est un geste qu'elle fait aussi vers toi un peu. Et que toi, Oui. tu l'as fait là-dedans, c'est quand même énorme, hein. C'est top. Ouais.
J'avais une question, Émilie. Là, cette petite fille, t'en as pas parlé parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème, mais elle comprend le vocabulaire. Tu vois, quand tu joues au jeu de la marchande, t'as pas besoin d'expliquer, entre guillemets, ce que c'est une robe. Alors, on peut rigoler, mais à l'école, j'ai quand même des enfants qui savent pas, qui connaissent pas le nom des vêtements. Ouais. T'as pas ce problème-là avec cette petite fille? J'ai pas l'impression que tu l'aies. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Et si tu as vu, D'accord. finalement, le score en langage, il était quand même relativement correct. Alors D'accord. évidemment, par contre, il y a des confusions de sons. Hein, ça peut être D'accord. Et ça une pêche. rode au lieu d'une robe. Ça, oui, il est possible que j'ai ou des mots tronqués. Mais globalement, tu vois, sur les dés à compter, où tu as quand même pas mal de dessins, hein, puisque tu as Bah 6 oui, 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 faces je et tu as pas connais. mal de dés, donc tu as quand même pas mal de vocabulaire qui est en jeu. Il n'y a pas d'obstacle particulier devant le vocabulaire, non. Ok. Et tu as des enfants dans ce que tu suis qui ont ces problèmes de vocabulaire et enfin, ça te freine entre guillemets dans le sens, par exemple, ils aiment les robots, mais tu te rends compte que bah en fait ils connaissent pas les parties du corps. Enfin, tu vois Ouais. des choses Non, comme ça ou pas pas? pour le moment. Non, non, j'ai 15 suivis actuellement, Mhm. mais non, Ah, non, j'ai pas ce cas en d'accord. particulier. Ouais. Mais ça Ok. peut être l'opportunité de travailler un vocabulaire spécifique, tu vois. Mhm. Que ce soit Aussi. les jeux, les centres d'intérêt ou les choses qui leur plaisent, les activités, les Pokémon. On peut prendre cette activité pour aller développer un vocabulaire spécifique et aider les enfants à mettre des mots. Mais, ouais, ça peut être un truc à faire. Mm. Et j'avais une autre question. Là, le référentiel, c'est toi qui l'as créé, si j'ai bien compris. Tu n'avais Oui. pas trouvé dans différentes méthodes ou choses comme ça, quelque chose qui correspondait à cet enfant et qui peut être plus... Non, franchement, j'ai cherché, Non, cherché, ok, cherché, et rien ne me... de Thalès. Ouais, rien ne m'allait. J'étais bien embêtée. Je D'accord. voulais un cochon bien rose, tu vois, pour évoquer le cochon, quoi, je sais pas moi. Et puis l'eau en Ouais, bleu, quoi, parce que je suis très basique. Ben non, je trouvais toujours des couleurs à la noix. Bah, tu vois même d'accord. que, regarde, la lettre Q, c'est quand même des fesses. Donc, tu vois, je me creuse la tête quand même. Ça, c'est pas politiquement correct, tu vois. Ça se trouve Ok. pas. Et du coup, là, la maîtresse, elle l'a mis en place pour elle ou tu sais si elle l'a mis en place Alors, pour je la sais que... classe? Parce que non, parfois, non, tu peux mettre à pour mon la avis, classe. juste pour Louise, parce que, D'accord. ouais, en CE1, Parce je qu'il y a pense que. que, ouais, non, je pense pas qu'elle est partagée, mais je sais qu'elle l'emmène partout. Par contre, ça, c'est sûr, elle Ça, s'en c'est sert. bien. Parce que Mm. t'en as qui veulent pas. Mais comme Mais, suggéré par Audrey, on va aller voir la méthode Aloé, hein, voir ce qu'ils ont proposé, qui peut-être sera Ouais, appliqué peut-être plus. à l'interface. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Et tant que j'y suis, c'est juste, c'est pas du tout par rapport à Louise, mais en fait, j'ai fait un remplacement là dans une école et je sais pas si vous connaissez cette méthode, c'est pour des enfants de grande section. Ça s'appelle une année de phonologie de MDI. Je sais pas si vous connaissez. Ah, attendez. Ça me parle, mais je sais plus. Et bon, c'est des maîtresses qui utilisent ça et en fait, elles en étaient hyper contentes. Et je me dis parfois pour des enfants qui ont eu du mal à rentrer en phono, en fait, il y a une marotte, c'est un espèce de caméléon. Et attendez, je vais vous le trouver. Euh, L'édition et du MDI, c'est coup, ouais, elle qui publie le programme Atoll, notamment. Oui, je confirme, elle est super, il est tu l'as super. essayé? Ouais, ouais. Alors moi, je la connaissais pas, hein. Je l'ai pas essayé. Attendez. Ah oui, d'accord. C'est avec un petit truc et ça reprend vraiment à partir du A. Il y a toute une progression qu'on fait ou qu'on fait pas, mais voilà, il y a une petite marotte avec. Il y a des activités, des comptines, toute une progression qui peuvent être intéressantes. Donc je sais pas, il y a une prof spé là, je crois, j'ai l'impression qui est en RASED. Je sais pas si elle connaît. Enfin voilà, ça change aussi de phono qu'on connaît ou vers la phono là d'Access. Ouais. Et pour certains enfants, voilà, qui ont besoin un peu d'imaginaire, de choses comme ça peut être intéressant. Voilà, je Ouais. voulais vous en faire part. Pas bien. Astrid, une question Oui, peut-être une. alors moi, je voulais savoir si, Émilie, tu faisais un bilan après chaque séance où Louise enfin, verbalise ce qu'elle a appris déjà. Ouais. Et puis l'autre question, c'était par rapport à, à ton travail qui est vraiment magnifique, mais c'était au niveau des couleurs qu'il y a, parce que moi je suis en REP+, et
Et le fait qu'il y ait les couleurs de fond, je pense que pour certains, ça serait plus compliqué parce qu'ils vont associer, ils vont avoir des difficultés entre le phonème complexe et la couleur qu'il y a derrière. Oui, bah de toute façon, ça reste compliqué. Enfin, moi, finalement, c'est pas Pas par la tout blanc, en couleur, fait. c'est pas par la couleur que je vais la voir, hein. Oui, je sais Clairement bien. pas, hein. Je le sens là. C'est cuit. Ça va être par le geste, ça va être Émilie, par des pardon. blagues, ça va être. Alors, juste pour répondre à la petite, à la remarque du coup, en fait, c'est ça, que ce soit en orthopédagogie ou en psychopédagogie, le matériel, il est adapté en fonction des cas des enfants. Ça veut dire que ça peut marcher pour certains, ça ne peut pas marcher pour d'autres. Et c'est pour ça que, justement, on est tout le temps dans la rénovation par rapport au matériel. Donc là, concrètement, Émilie, elle a utilisé pour Louise, qui est parfaitement adapté pour Louise. Mais oui, forcément, ça peut aussi ne pas être adapté pour d'autres enfants. Donc, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle qui marche pour tout le monde. Chaque cas est Ouais. différent. Ouais. Et pour ce qui est du bilan, Astrid, oui, moi, du coup, j'ai pris l'habitude de faire un petit bilan. Alors, le bilan avec l'élève, oui, bien sûr, enfin, naturellement, une petite phrase. Alors, on a vu ça, et puis allez, la semaine prochaine, on attaque ça, hein. Enfin, voilà, une petite phrase. Mais avec les parents, oui, j'ai pris l'habitude de faire un petit mail où D'accord. j'explique ce que j'ai fait, où j'envoie le HUC le vert version récente, parce que updaté à chaque fois du petit paragraphe qu'on a fini. Et donc oui, mais en fait avec tous les petits, je fais un petit mail bilan. Ouais. Merci. Ok, on nous demande si est-ce que tu serais d'accord pour partager ton PowerPoint Oui, 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 bien sûr. participant. On a Émilie aussi qui demandait est-ce qu'un test auditif a été fait pour la petite Louise? En tout cas, il y a eu des problèmes d'audition au départ, il y a eu un bilan ORL, mais est-ce que Voilà. ça a été réactualisé? Ouais. Alors ils l'ont pas réactualisé, non. Je pense pas. Je pense qu'elle a eu la dépose des yo-yo. Ça, je sais que voilà. Mais donc j'imagine que l'ORL. Mais je l'ignore en fait. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis posé aussi la question Ouais. de savoir si cet enfant, elle entendait bien, notamment, tu sais, quand tu évoquais le fait qu'il y a encore des confusions de son. Alors, Ouais, il y a encore des confusions de son. Ah oui, oui. avoir des dysphasies, sans qu'il y ait de problème auditif, hein, bien sûr, mais comme c'est vrai que c'était une problématique au départ, que ça a été très impacté, c'est Ouais. vrai que si jamais les parents ne l'ont pas fait, peut-être réfléchir à refaire un petit bilan d'audition. Ouais. Repasser par la case ORL. Ouais, je pense que S'assurer du fait qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là, quoi. Mm. Florence qui nous demande, est-ce qu'un bilan neuropsy plus consistant sera envisagé dans quelques mois? Est-ce qu'il pourrait y avoir une déficience intellectuelle légère? Alors ça, non, puisque Non, puisqu'on l'a vu. Mais effectivement, moi, sur un bilan de la mémoire de travail de façon, enfin, qui soit plus pointu, ouais. ça, j'avoue que ça m'intéresserait bien, hein. Hmm. Bah, c'est vrai que dysphasie, dyslexie et boucle phonologique, l'équipe gagnante. Il y a un truc en boucle phono, on le voit bien, tu as besoin de passer par d'autres biais. Tu l'as très bien montré, les gestes, même le fait de taper. Donc, ouais, il y a un truc de ce côté-là qui interpelle un peu. Ouais. Donc, oui, un bilan spécifique, mais je trouve qu'en tout cas, toi, ce que tu proposes là, et puis, on peut espérer aussi qu'à un moment donné, l'orthophoniste trouve du temps entre ses 40, 50 patients semaine pour échanger un peu Ouais. et coordonner. Ça, ce serait vraiment intéressant qu'elle puisse connaître un peu ce que tu fais, réciproquement, qu'est-ce qu'elle travaille. J'imagine peut-être très axé langage oral, peut-être avec l'orthophoniste. Ouais. Bref, Ouais. Mais à justement, de ce que tu dis, hein, moi je vois que là je suis à 15 suivis, je vois que j'atteins ma limite, en plus avec le nombre de choses que je fais à côté, j'atteins ma limite pour faire le travail bien à fond. Ouais. C'est-à-dire ce que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment ne pas me sentir limitée. Et alors, je sais pas combien t'en as, toi, Louis-Adrien, mais je sais pas comment tu fais du coup.
Ouais, j'en ai moins maintenant, mais oui, on se rend compte qu'il y a un mouvement, un roulement à partir duquel ça devient compliqué d'accompagner comme il faut et de faire tout le travail qui est C'est ça. autour. Parce que les séances, on peut les préparer, on peut avoir du travail, on peut avoir des choses qui sont prêtes, Ouais. mais accompagner les parents, faire le suivi à l'école, tu vois, faire parfois des déplacements, des observations quand on peut, quand l'école veut bien, se mettre en contact avec les professionnels paramédicaux, bah ouais, rédiger aussi des petits comptes rendus écrits du travail qui est fait pour les plans d'accompagnement, pour l'école, pour les parents. Je suis en plein Bah, dedans. Oui, oui, parce que c'est en ce moment que ça se joue aussi pour l'année suivante. Ouais, ça demande un peu de travail. oui. Donc, on imagine que les orthophonistes à 40 patients semaine, bah oui, c'est compliqué de répondre. Une forme de sollicitation pour savoir où on en est avec l'enfant. Donc, voilà. Mais bon, je pense qu'il faut insister. Ça peut être Ouais, ouais, intéressant. ouais. Voilà, Bah, super, en tout cas. Merci beaucoup pour la pas présentation de de cette rien. super Allez, j'arrête le partage, comme ça je libère l'écran et je de, coupe. de petite Louise qui est vraiment super intéressante. Je regarde juste, on nous dit Tetiana qui nous dit il y a la méthode Apili qui associe les gestes au son et utilise l'humour pour accrocher l'intérêt des enfants. Si vous avez des liens ou des éléments plus directement accessibles, on prend sur le chat, ce sera bien. Voilà, on nous demande si tu peux envoyer ton référentiel des sons. Ouais, ouais, ouais. Je ferai ça sur le fil WhatsApp, pas de problème. Top. Et oui, la méthode piano, et c'est top. En tout cas, super intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Franchement, canon. Quel boulot de préparation. On se dit, s'il faut faire ça à chaque fois, la vache, il va nous falloir beaucoup d'énergie. Mais c'est top de réussir à débloquer les choses. C'est vraiment super intéressant. Bon, j'ai échangé avec Sylvine. Du coup, le temps va nous manquer. Donc, si ça vous va, on s'arrête sur la situation de Louise. Ça me semble bien riche déjà. On pourra aborder les choses la prochaine fois. Voilà. Ah oui, si, un truc aussi qui m'a semblé intéressant, je ne sais plus qui l'a dit. Apparemment, chez Amazon, j'aime pas trop faire de la pub pour eux, mais bon, ça s'appelle auto-édition et tu peux éditer des bouquins que tu fais entièrement toi-même pour l'histoire de Monsieur Huck. Hugues Le Vert, oui, oui, bah oui, la sortie tant attendue du printemps. Tu pourras le faire avec les. Apparemment, tu peux tout moduler, tu Ah, vois, et super. mettre les phonèmes Ah et les oui, grammaires super. Ah en. oui, ça c'est encore mieux. Ouais. Je ne connais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit, apparemment intéressant. Le numéro des admis pour le groupe WhatsApp, demander de rejoindre le groupe, OK. Bah voilà, bah c'était trop bien de se retrouver. Je vais essayer de fixer une date. Est-ce que le lundi, c'est bien? C'est bien le lundi? Moi, je trouve ça pas mal. On va essayer de garder le lundi. Je vois que ça opine un peu du chef. Et on va essayer de garder le lundi soir, 18h, 20h. Et puis, de toute façon, c'est accessible en replay après. On pourra, pour ceux qui ne peuvent pas toujours être là. Et on fait comme ça. Merci tout le monde. Je communique la date bientôt sur le site et je vous tiens au Merci. courant pour le prochain rendez-vous. Ça marche? À bientôt. Salut. Merci les filles pour votre attention et vos questions. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toutes.